Bienvenue à ce nouveau numéro de Communicants Plus. Vous allez vous en rendre compte que les décors ont changé. Nous élaborons cette émission en dehors du plateau. L'actualité politique reste dominée par l'accord de Washington. Cet accord qui suscite espoir et interrogation, mais également qui alimente les débats politiques en République démocratique du Congo. Enjeux et perspectives pour la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons invité pour vous Alain Mukuna, l'habitué de cette émission. Avec lui, nous allons échanger sur les contours de cet accord. Est-ce que cet accord est bénéfique pour la population congolaise? Que gagnent les États-Unis? Que gagne le Rwanda? Que gagne la RDC? Nous allons bien parler de toutes ces questions avec mon invité, Alain Mukuna. Bonjour et bienvenue dans Communicants Plus. Bonjour monsieur le journaliste, le décor est planté en accord avec les accords de Washington et je crois que les espoirs sont vraiment permis. Voilà, les espoirs sont permis. Entrons dans le vif du sujet, parce que cette émission est également pédagogique. Donc, à quoi consistent ces accords pour les Congolais lambda qui nous suivent, vous et moi à la maison, qui sachent de quoi s'agit-il dans cet accord? De quoi s'agit-il? C'est vraiment la grande question à laquelle nous nous devons de répondre en ce jour. C'est que tous les Congolais savent, et point n'est besoin de le rappeler, tous les Congolais savent qu'il y a eu massacre au Rwanda, génocide, comme on a coutume de le dire, entre les Hutus et les Tutsis. À la suite de ce génocide et à la demande des Nations Unies, la République du Zaïre d'alors avait ouvert ses frontières pour accueillir un certain nombre de réfugiés rwandais. Malheureusement, il y a eu parmi eux les soldats qui sont venus même avec les armes et c'était vraiment dommage. Et à un moment, ils ont constitué une sorte de menace entre guillemets pour le pouvoir en place au Rwanda. Donc nous savons qu'à la suite de ça, ce n'était que quelque part qu'un prétexte. C'est vrai qu'il y a eu génocide au Rwanda, c'est vrai qu'il y a eu des réfugiés, mais au-delà de tout ça, c'était un prétexte pour le gouvernement rwandais, derrière qui se cachaient des grandes puissances, pour commencer à exploiter et à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a entraîné beaucoup de massacres des Congolais. Ils ont tout fait pour essayer de dégager beaucoup d'espace, beaucoup de zones qui étaient très très riches en minerais stratégiques, en minerais en des terres rares, pour qu'ils puissent continuer à les exploiter. Donc pour eux, c'était une sorte de massacre contre la richesse de Congo. Ça s'est passé pendant longtemps. À la suite du génocide, on sait qu'un des présidents congolais a été tué, le président Mzee Kabila. Après lui, il y a eu celui qu'on peut qualifier aujourd'hui, parce que les cartes sont beaucoup plus claires que hier, celui qu'on peut prendre comme la marionnette des Rwandais. Il y a eu le président Kabila, fils Joseph Kabila, qui est venu, qui a régné pendant 18 ans, sans pouvoir mettre fin à cette guerre d'agression, à cette guerre de prédation des richesses congolaises, en même temps une guerre qui a consisté à massacrer les populations congolaises. Maintenant, à la suite de tout ça, en 2018, étant donné que Joseph Kabila ne pouvait plus se représenter aux élections, il a désigné son pantin, et puis les élections ont été organisées en bonne et due forme. L'histoire. C'est de l'histoire pour que les gens comprennent le décor. Vous avez parlé en introduction du décor qui était planté. Exact. Mais moi aussi, je suis en train de planter un décor qui permette un rappel historique pour permettre aux gens de comprendre ce à quoi nous aboutissons aujourd'hui. Les élections ont été organisées en bonne et due forme. Le président Félix Tshisekedi a gagné haut la main ces élections. Il a été proclamé par l'actuel rebelle Nanga, c'est lui qui a proclamé haut et fort, sans avoir une arme à sa tempe, il a déclaré, il a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le gagnant des élections de 2018. Le nouveau président de la République entrant avait la philosophie de l'UDPS,
qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que l'Afrique doit changer de visage. Il ne faudrait pas qu'on ait toujours l'Afrique des guerres, l'Afrique des massacres, l'Afrique du sous-développement, l'Afrique qui a toujours une main tendue pour pouvoir se nourrir. Il a vu les différents voisins pour leur proposer en réalité ce qui se passe aujourd'hui. Il a dit, nous pouvons nous mettre, conjuguer nos efforts, nous pouvons nous tendre main dans la main, nous mettre debout pour pouvoir développer l'Afrique afin que le visage de l'Afrique change. Souvenez-vous, quand il était président de l'Union africaine, le thème central à l'époque, c'était quoi? Que les armes se taisent. Il fallait que les armes se taisent. Donc il a une approche, une philosophie de développement et non de guerre. Il a vu le président rwandais, il lui a fait des propositions, il dit que plutôt que de nous faire la guerre, serrons-nous les coudes, travaillons main dans la main, nous avons des richesses, vous en avez peut-être aussi, certainement, même si c'est minime. Travaillons main dans la main, à l'instar de nos prédécesseurs, ceux qui ont créé la CPGL, que nous travaillons main dans la main pour que nos populations profitent des richesses communes. Non, l'autre n'a pas trouvé cette main tendue, ne l'a pas reçue de bon cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à nous faire la guerre. Ainsi, donc le président, il y a eu plusieurs fronts qui se sont ouverts. Le président, sachant que notre armée était encore faible, s'engager sur la voie de la guerre allait être suicidaire, il a ouvert plusieurs fronts. Sans omettre le front militaire avec les soldats, les militaires qui sont encore là à notre disposition, il a beaucoup plus insisté sur le front diplomatique. C'est très important parce qu'il y a toujours plusieurs leviers plutôt, je vous l'ai dit. Il y avait le front diplomatique, le front économique, le front médiatique et on dit même le front spirituel pour pouvoir faire reculer l'ennemi. Donc c'est tous ces différents fronts réunis avec le concours des Américains que nous avons finalement abouti le jeudi 4 décembre à la signature des fameux accords qui vont nous amener, nous osons le croire, à la paix retrouvée en République démocratique du Congo. Donc voilà ce que nous pouvons dire en peu de mots. De quoi s'agit-il? Il s'agit de retrouver la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci avec une nuance, avec un garant puissant qui va être impliqué là-dedans dans la production, dans la recherche des minerais, dans la production, l'exploitation des minerais qui vont profiter à toutes les parties. Très bien, Alain Mukuna. Votre question qui me vient à l'esprit, en quoi cet accord pourrait-il améliorer la situation sécuritaire à l'est du pays? À partir du moment où on signait cet accord, nous apprenions que les bruits des bottes se faisaient sentir encore au niveau de l'est de la RDC. Non, en fait, il ne faut pas croire que dès lors qu'on a signé les accords, automatiquement, le tout allait s'arrêter comme par un coup de baguette magique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda profitait beaucoup de cette situation de guerre. L'amener, le contraindre à signer les accords de paix, à pouvoir retirer ses soldats de la République démocratique du Congo, constitue pour le Rwanda une sorte de perte par rapport à ce qui gagnait à la faveur de la guerre. Donc, eux, ils vont continuer à vouloir nous provoquer, mais vous savez, j'ai parlé de plusieurs fronts. La République démocratique du Congo, depuis l'entrée en fonction du président de la République, a continué à renforcer ses troupes, à renforcer l'équipement de l'armée, à renforcer les renseignements, à renforcer l'entraînement, à renforcer la formation des militaires. Ce qui fait que, du point de vue même militaire, nous sommes montés en puissance. Ce n'est plus la République démocratique du Congo faible de 2018 que Kabila nous avait laissé. L'ennemi menace même de prendre au pire. Non, mais ça, ce sont les faux bruits, les rumeurs qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la République démocratique du Congo
nos FARDC se comportent très bien, on peut faire reculer les forces adverses qui ont tenté de pouvoir contourner les forces de la République démocratique du Congo. Donc nous nous comportons bien, nos forces armées sont suffisamment outillées et vous verrez, peut-être qu'on aura l'occasion de dire un mot là-dessus. Quand vous regardez la loi de finances 2026, vous vous rendrez compte que finalement, on a alloué aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour la toute première fois, près de 30% du budget. C'est pour dire qu'en même temps que nous signons la paix, en même temps nous nous préparons à l'instar de cet adage qui dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc, la République démocratique du Congo doit pouvoir continuer à s'armer afin d'être en mesure de dissuader toute tentative future du Rwanda ou d'un autre voisin de pouvoir nous attaquer. Donc le front diplomatique nous amène à la signature de cet accord de paix qui va être beaucoup plus profitable à la République démocratique du Congo parce que nous allons récupérer l'intégrité territoriale. Nous avons des promesses, nous avons signé avec les Américains le mémorandum d'entente du point de vue sécuritaire. Donc il y aura formation des militaires congolais, il y aura armement davantage des FARDC. Donc ça signifie à tout point de vue, la République démocratique du Congo va s'en sortir vraiment gagnante. Les réfugiés congolais vont pouvoir rentrer. Nous allons pouvoir exploiter nos richesses et toutes les richesses de la RDC auront une traçabilité confirmée. Ce qui fait que de ce point de vue, les choses vont devoir aller, mais on ne dit pas que les choses vont changer comme par un coup de baguette magique, mais nous devons continuer à y travailler. Le président a dit, nous avons signé, nous nous sommes engagés à respecter ces accords, mais nous serons lucides, nous serons sérieux, mais nous ne sommes pas naïfs, nous ne serons pas pessimistes, nous sommes optimistes et il y a toutes les raisons de l'être. Et selon vous, quelle a été la grande contribution du président Félix Tshisekedi au cours de cette négociation? Mais la grande contribution, c'est le résultat que nous voyons. Par le passé, certains pourront nous rétoquer en disant qu'il y a eu des accords de 1999, de 2002. Il y a eu plusieurs accords qui ont survécu l'ombre d'un matin, mais ces accords ont été conclus avec la pensée du long terme, avec la pensée des objectifs durables. Cette fois-ci, contrairement aux accords passés, cette fois-ci, le garant lui-même est impliqué. C'est toute l'intelligence financière que le président de la République a développée de proposer aux Américains le deal. Le deal est très intéressant en ce sens que le parrain, le garant de cet accord est lui-même impliqué. Il va trouver le bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? Ce sera quoi? Ce sera un peu cette sorte de concurrence entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis auront un peu plus facilement accès à nos richesses qui vont contribuer au développement de l'industrie du numérique des États-Unis, de l'industrie de l'armement des États-Unis. Donc ça signifie que les États-Unis vont devoir peut-être par cet accord et du point de vue de l'exploitation minière, essayer de récupérer le retard qui semble affiché par rapport à la Chine dans l'exploitation minière en Afrique de manière générale. L'opposition pense que cet accord a été signé de manière opaque. Quand la République démocratique du Congo accepte de partager ses richesses avec les pays de la sous-région. Alors, où est la souveraineté de la République démocratique du Congo? Bon, je ne sais pas de quoi est-ce que les opposants, entre guillemets, dont vous parlez, disent que nous avons été roulés dans la farine. Je crois que c'est à la suite peut-être des accords antérieurs où nous étions souvent roulés dans la farine. Souvenez-vous que le président de l'Assemblée nationale de l'époque avait dû quitter son poste, on l'avait contraint à la démission. Pourquoi? Justement parce qu'il s'était opposé à un certain nombre d'accords qui, à l'époque, des accords qui furent obscurs. Mais cette fois-ci, toute la période des négociations, je crois que l'information était portée à la connaissance des Congolais. Les médias en ont suffisamment parlé. Quand il y a eu des déclarations de principe, la population était informée. Ça signifie que cette fois-ci, la population congolaise a été mise au courant de l'évolution de ces négociations pas à pas. Donc, les gens savaient déjà que le 4 décembre, le président allait signer des accords. Les textes des accords étaient même déjà portés à la connaissance de tout le monde. C'est pour dire que cette fois-ci, nous avons travaillé en toute transparence.
Ça, c'est important de le souligner. Donc, et en dehors de ça, je vous ai dit que il n'y a pas eu bradage des minerais. Quand les gens disent bradage des minerais, le président de la République, souvent dans ses interventions, et c'est ça aussi sa vision, il insiste le plus souvent sur la transformation des minerais ici pour leur donner de la valeur ajoutée. Et même dans le deal, c'est ça qu'on insiste sur la transformation et sur le transfert de connaissances. Donc ça signifie que nous allons beaucoup profiter de ces accords, contrairement à ce qui se dit. Les minerais de la République démocratique du Congo, depuis que nous sommes indépendants et même bien avant quand nous fûmes une colonie belge, les minerais de la RDC ont toujours été exportés. Donc là, on ne voit pas ça, c'est simplement maintenant là qu'on est en train de vouloir accuser le président de la République, alors que derrière toute cette machine, derrière cette ingénierie, je dirais politique, diplomatique et même économique, le président insiste sur la transformation des produits localement, sur le développement de l'industrie locale. Il insiste beaucoup, donc de ce point de vue, je ne vois pas en quoi il y a eu bradage de minerais. Les amis de Et même, vous avez parlé de la sous-région. Vous dites qu'il y aura partage. Non, il ne s'agit pas de partager. Ça signifie que commercialisé par le Congo, le cuivre qui est produit au Katanga par exemple, en quoi est-ce que nous allons le partager avec le Rwanda? Le cuivre, s'il passe par l'Obito, évidemment, s'il transite par l'Angola, l'Angola plutôt aura des dividendes. Si nous passons peut-être par la Tanzanie ou le Kenya avec les différents, il y aura certainement des lignes par lesquelles nous pourrons passer qui pourront profiter. Mais il n'est nullement question pour la République démocratique du Congo de brader les richesses ou de prendre les richesses et de les partager avec les autres nations. Chaque nation a des richesses et il appartient à chaque nation d'exploiter ses propres richesses. Ce que nous avons en commun, nous pouvons l'exploiter. En dehors de ça, je voudrais insister sur un fait que tout le monde doit savoir. Nous, en Afrique, nous sommes organisés au sein de l'Union africaine. L'Union africaine encourage fortement ce qu'on appelle les communautés économiques régionales ou sous-régionales. Vous verrez qu'il y a des communautés comme la SADC, l'EAC, CAC, l'UMOA, ainsi de suite, et l'Union maghrébine. Ce sont des regroupements sous-régionaux qui sont encouragés dans ce sens que l'union fait la force. Aucune nation au jour d'aujourd'hui ne peut évoluer en vase clos. Donc les nations sont obligées de se regrouper. Nous aussi, nous avons plusieurs organisations sous-régionales dans lesquelles nous allons travailler en commun pour pouvoir promouvoir le développement des nations. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Encore faudra-t-il rappeler ici, les populations congolaises et rwandaises du côté des frontières n'ont jamais eu de problème. Il y a des Congolais qui travaillent au Rwanda, il y a des Rwandais qui travaillent au Congo. Il y a certains Rwandais qui passent le week-end avec notre musique, qui passent parfois les week-ends ici au Congo. Donc les populations n'ont pas de problème. Le problème, c'est ce fameux président rwandais qui est belliqueux, qui avait des ambitions expansionnistes. Donc c'est ça que nous devons arrêter et pouvoir nous développer comme nation et regroupement au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Ok. Avec cet accord, peut-on s'attendre à un retrait rapide et effectif des groupes armés, notamment les M23? Bon, retrait d'abord des troupes rwandaises, ça c'est clair, ils doivent se retirer très rapidement. C'est démontré par de nombreux rapports des Nations Unies que nous sommes agressés, que les troupes rwandaises se trouvent en République démocratique du Congo. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. La FCM23, je crois qu'il y a les pourparlers à Doha, il y a aussi le dialogue qui avait été entrepris au travers Nairobi pour la République démocratique du Congo et les différents groupes armés. Donc on va y aller pas à pas, nous allons cheminer. La paix, c'est tout un processus pour arriver finalement aux effets finaux recherchés. Donc il y a un travail qu'il faut faire et ça demande du sérieux, ça demande de l'application. Donc c'est à cela que nous allons aboutir, certainement parce que la guerre ne durera pas toujours. Oui, la guerre ne va pas durer toujours. À partir du moment à Lemokuna, les amis du M23 qui s'activent avec les mouvements au niveau de l'Est, pour eux, ils comprennent que l'accord de Washington n'a pas pris en compte leurs desiderata. La raison pour laquelle ils ont recommencé la guerre.
Non, je pense que l'accord de Washington a pris tout ça en considération. On a parlé des groupes armés, l'AFC M23 fait partie des groupes armés. L'AFC M23 n'est pas un groupe armé particulier, tout ça, non. Tous les groupes armés, on en a parlé dans les accords, il y aura un sort réservé à tout ça. Ça signifie que c'est des groupes qui sont appelés à disparaître. Nous allons les neutraliser et regarder dans l'AFC M23 qu'est-ce qui peut être récupéré pour être intégré dans l'armée et de manière, ce sera individuelle. Et ce qui va passer par la justice pour tous ceux qui auront commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Donc ça c'est clair. Donc il y a la dimension de la recherche de la paix qui n'exclut pas la dimension judiciaire. Ceux qui ont commis des crimes doivent répondre de leurs crimes. Très bien, Alain Moukouna. Selon vous, quelles a été par exemple les concessions qui ont été faites par la République démocratique du Congo dans cet accord? Bon, des concessions, ça signifie que quand vous êtes appelé à des pourparlers, à un dialogue comme ça, à des accords, il y a certainement des concessions. La première concession, c'est peut-être, je dirais même pas des concessions, c'est l'acceptation de certaines responsabilités, certains engagements. La République démocratique du Congo a pris l'engagement de neutraliser le résidu des FDLR. Nous avons cet avantage que les FDLR en réalité ne constituent pas vraiment une menace par rapport au Rwanda, mais ils utilisent ça simplement comme prétexte. Donc de ce point de vue, nous avons accepté de neutraliser les FDLR en commençant d'abord par un processus de sensibilisation pour les amener à adhérer volontairement à cet accord et pouvoir retourner au Rwanda. Et on espère que Paul Kagame sera aussi de bonne foi pour organiser un dialogue inter-rwandais, accepter que les FDLR puissent rentrer. Qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il? Parce que vous savez, cet accord n'est pas encore contraignant, mais ce n'est pas le seul instrument qui existe. Vous devez savoir qu'au sein de l'Union africaine, il y a des mécanismes pour contraindre certaines nations qui ne veulent pas respecter les accords. Au niveau des Nations Unies, on peut basculer vers le chapitre 7 qui permet de faire usage de la force pour contraindre le Rwanda. On peut faire usage des sanctions économiques. Et vous savez que ces sanctions économiques peuvent aller jusqu'à provoquer certains remous politiques qui vont peser sur Paul Kagame, qui est un président finissant à tout point de vue. Donc nous avons, la RDC a tous les atouts pour amener le Rwanda à plier. Je vous ai dit que ce soit sur le front diplomatique, il y a un avantage certain qui paraît déjà. Sur le plan militaire, vous comprenez que le Rwanda, les soldats rwandais ne savent plus progresser comme ils l'ont fait en 1996 comme un couteau dans du beurre. Maintenant, ils rencontrent une résistance farouche. Ça signifie que du point de vue militaire, le Rwanda ne pourra rien contre la République démocratique du Congo. Du point de vue économique, pareil. La puissance, c'est la RDC qui est la grande puissance. C'est la RDC qui est le grand réservoir des minerais stratégiques, des terres rares, de toutes sortes de puissants, tungstène, cobalt, cuivre, lithium. C'est en RDC qu'on en trouve et en des proportions de grandes quantités. Donc la RDC a vocation d'être une grande puissance, quelle que soit la durée que cela peut prendre, c'est la RDC qui s'en sortira toujours vainqueur. Et ça, nous pouvons être sûrs et tranquilles. Mais ce que nous voulons, c'est que cet état puisse être raccourci afin d'atténuer la souffrance de nos populations, afin d'aménager nos populations qui sont en train d'errer ça et là, les enfants qui doivent aller à l'école, les parents qui doivent travailler pour le développement du pays. C'est ça qui nous pousse à un certain moment à atténuer un peu les ambitions pour retrouver rapidement la paix et que les populations puissent vaquer à leurs occupations. Oui, Alain Moukouna, on poursuit lentement et sûrement cet entretien. Le président Tshisekedi dit pour les amis de l'opposition, cet accord, ça le profite, il est allé asseoir son pouvoir, et non les vrais problèmes des Congolais. Bon, en fait, une première chose pour répondre de la manière la plus simple, c'est que chaque parti politique concourt pour prendre le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est une stratégie de tous les partis politiques, ça c'est tout à fait normal. Donc ça, je crois qu'on ne discute même pas. Mais s'agissant des accords, il faut quand même qu'on prenne les choses assez au sérieux. Donc le président de la République n'est pas allé pour asseoir son pouvoir parce que son pouvoir est déjà assis.
Les gens qui le prenaient pour un faible, ils ont pensé que lors du premier mandat, il n'allait même pas faire une année. Il a fait tout le premier mandat. Le deuxième mandat, c'était pareil. Donc, le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi, il est assis et bien assis, avec une base suffisamment solide du point de vue institutionnel, du point de vue populaire aussi. Vous avez vu que quand le président est rentré, la population congolaise adhère à sa vision. De ce point de vue, dire que l'objectif du président Félix Tshisekedi était d'asseoir son pouvoir, c'est mal le connaître, c'est mal connaître la politique, c'est faire des analyses biaisées de la situation politique. Moi, je pense que le président de la République est animé par un seul souci. Son souci, c'est retrouver la paix pour les populations congolaises, afin que sa vision de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, parce que nous en sommes capables, parce que nous avons toutes les richesses intellectuelles, les matières grises, les richesses minières, tout ce qui est nécessaire pour le développement de la RDC, nous les avons. Donc, son désir, sa vision, c'était de restaurer la paix. Une fois que la paix est restaurée, nous nous mettons résolument au travail. Nous construisons des écoles, nous construisons des centres de santé, nous allons créer des entreprises, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, ainsi de suite, pour qu'ils fassent bon vivre en République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'y aller petit à petit, nous allons y arriver. Les gens ont simplement peur. Pourquoi? Parce que si le président de la République arrive à asseoir la paix, les gens n'auront plus de discours, ils seront privés des faux discours qu'ils ont tenté d'utiliser. Mais si vous dites que lui, il est allé là-bas pour asseoir son pouvoir, combien de fois les opposants ne sont-ils pas allés auprès des congressmen américains pour détruire le pouvoir du président Félix Tshisekedi? Donc ils sont en train de chercher le pouvoir. Donc nous y sommes, et je parlerai un peu de ça d'un ancien secrétaire général de l'UDPS qui avait dit que nous sommes au pouvoir, nous allons y rester jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ça notre ambition. Pourquoi? Parce que nous allons développer la paix. Nous avons une constitution. Mais la constitution dit quoi? Mais qui a dit que Tshisekedi restera éternellement au pouvoir? Les mandats des chefs de l'État. Mais on a dit que l'UDPS restera au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Très bien. Aucun homme n'est éternel, Autre les hommes question, passent, mais les institutions, le parti politique va rester. Autre question. Qu'est-ce que dans cet accord, le Rwanda a gagné et qu'est-ce que les États-Unis ont gagné? Les gens ont parlé un peu de posture. Regardez la carrure du président, regardez la prestance du président. Le président était tout fâché. Non, là vous prenez juste un petit morceau, ayez une vue globale, une vue holistique. Vous allez voir que pendant qu'ils ont été reçus par le président Trump, le président était tout souriant, ça affichait, c'était la prestance d'un vainqueur, de quelqu'un qui est en train de marquer des points, d'une équipe qui gagne. Le responsable, le capitaine d'une équipe qui gagne. Regardez le président rwandais, c'est quelqu'un qui avait la tête pliée parce qu'il a compris que le Rwanda est en train de perdre. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a à gagner? D'abord la paix, je vous l'ai dit plusieurs fois. La traçabilité des minerais qui étaient autrefois pillés, volés, estampillés, made in Rwanda, ce ne sera plus le cas. Donc, si vous regardez le décor qui a été planté par le président Donald Trump, quand il a évoqué la configuration générale, vous comprendrez qu'il était en train de parler en faveur de la RDC. Il était quelque part en train de dire aux Rwandais, ça suffit, pendant 30 ans vous avez pillé les richesses de la RDC. Pendant 30 ans vous avez tué 10 millions de Congolais, ça n'est trop. Restez à votre petite place. Avec le peu qu'on pourra vous accorder, gardez vos ambitions à ce niveau-là. Donc c'est très très important. Nous allons gagner l'intégrité territoriale, je vous l'ai dit. Donc c'est la RDC qui sort gagnante de ces accords, que personne ne vienne vous tromper. Ils n'ont rien gagné dans cet accord. Si les États-Unis, vous savez, les États-Unis, comme grande puissance, ils ont besoin de nos richesses. Ça c'est évident. Maintenant là, le deal dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'intelligence que le président de la République a eu de faire cette proposition, ce deal aux États-Unis, les Américains, parce que Donald Trump, n'oublions pas que c'est un homme d'affaires, il connaît les chiffres, il connaît les calculs, il connaît la notion de gain et de perte. Il a vite saisi l'opportunité parce qu'il a compris qu'au lieu de transiter par le Rwanda pour accéder aux richesses de la RDC, autant passer traiter directement avec la RDC. Il a même dit beaucoup d'entreprises américaines. Donc les entreprises minières américaines vont gagner, les entreprises du numérique vont gagner,
l'industrie de l'armement américaine va gagner. Donc les États-Unis vont gagner parce qu'ils auront accès à nos richesses directement sans qu'il ne soit besoin de verser du sang. Les États-Unis vont gagner, la RDC va gagner et le Rwanda va gagner un peu aussi. Merci beaucoup Alain Mukuna. Abordons l'autre thématique de cette émission, c'est le discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi déjà demain, lundi, devant les deux chambres réunies en congrès. Qu'est-ce que exactement le chef de l'État va dire donc, aux députés et sénateurs réunis en congrès? Mais c'est évident, c'est d'abord un exercice constitutionnel. La Constitution a prévu que à la fin pratiquement de chaque année, que le président de la République s'adresse à la nation au travers du Congrès, ça suffit les deux chambres réunies, pour qu'il puisse délivrer un discours sur l'état de la nation. Il va parler de quoi? Il va parler de la situation de la République démocratique du Congo sur tous les plans, tout au moins les points essentiels. Il parlera de la situation sécuritaire d'abord et certainement il va revenir sur l'accord de paix, les péripéties qui nous ont conduits jusqu'à signer cet accord de paix. Il parlera des dividendes que nous tirons de cet accord, ça c'est sûr. Il parlera de la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Il parlera de l'armée, ça c'est sûr. Il parlera des bénéfices économiques que nous pouvons tirer ces derniers temps avec l'appréciation du franc congolais. Il parlera certainement de la jeunesse. Il parlera des infrastructures, ce qui a déjà été accompli à date et ce qui reste encore à faire. Et il va certainement galvaniser les troupes, inviter tout le monde au travail, parce qu'avec les accords, nous devons nous montrer à la hauteur de ces accords, parce qu'il y aura des entreprises américaines qui vont arriver dans notre pays. Il faudra que nous puissions nous préparer. Donc il va parler certainement de plusieurs secteurs, de l'industrie, de l'artisanat, donc il y aura beaucoup de choses sur lesquelles il va s'appesantir. Mais à mon sens, il parlera certainement de la diplomatie, il parlera de la sécurité, il parlera de l'économie, de l'entrepreneuriat de jeunes et de tant d'autres sujets qui sont d'actualité, sans oublier les infrastructures. Il y a aussi le problème imminent du dialogue national qui doit quand même... parce que l'accord a été signé au niveau de Washington, mais cela n'empêche pas que le président organise un dialogue au niveau national. Que les fils et les filles du pays se retrouvent autour d'une table. Mais je crois que nos ancêtres ont été plus sages que nous autres. Ou alors, nos ancêtres ont été plus sages que certains Congolais. Vous savez, pratiquement dans toutes nos tribus, il y a toujours une sorte d'anecdote. On dit que s'il y a soit un lion ou bien un serpent qui entre dans votre maison, même si vous étiez en train de vous disputer, quelle est la première des choses à faire? Ça, c'est la sagesse africaine, c'est la sagesse congolaise. Qu'est-ce que vous faites? Il y avait un serpent qui était entré dans notre maison. Il y avait un lion, un vautour qui était entré dans notre maison. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer. Et Dieu seul sait pourquoi il avait vraiment prévu que Tshisekedi soit au pouvoir en ce moment. Il a lutté d'abord pour tuer soit le serpent ou le mettre hors d'état de nuire. Ensuite seulement, nous pourrons continuer à dialoguer pour parler des affaires qui nous concernent, si besoin de dialogue il y a. Donc, il ne fallait pas mettre la charrue avant le bœuf, commencer à dialoguer. Le dialogue là n'allait pas faire partir Kagame, le dialogue là n'allait rien changer, n'allait pas avoir un impact efficace, un impact durable sur la situation des Congolais. Voilà pourquoi moi je salue l'initiative et la manière de faire du président. Il a été très pragmatique. On commence d'abord par tuer le serpent ou le mettre, tout au moins le mettre hors d'état de nuire. Ensuite, nous allons continuer à dialoguer en état de sécurité, en sachant que nos richesses ne vont plus être volées, en sachant que les populations de l'Est ne vont plus commencer à errer dans leur propre pays. C'est ça qui était le plus important. Combien? Plus de 3 millions de déplacés internes. Vous allez dialoguer alors qu'il y a des milliers de Congolais qui sont en train d'errer ça et là. Très bien, les Mukuna. Donc, il fallait faire finalement, il fallait placer les choses dans le bon ordre. Oui, oui. Très bien, les Mukuna. Vous êtes cadre de l'IDPS. Comment vous, au niveau de l'IDPS, vous entendez accompagner les chefs de l'État à cet exercice qui est démocratique?
Non, l'accompagner pour demain. Pour demain. Mais vous savez, prenez besoin de vous le dire, vous avez vécu plusieurs... Vous avez toujours vécu ce qui se passe au niveau du parti. C'est comme ça que je vous disais qu'il y a un front populaire. Le président, c'est comme ça qu'il disait que lui n'avait pas besoin d'aller négocier son pouvoir. Son pouvoir est assis sur la population congolaise qui le soutient. Donc demain, il y aura une mobilisation tous azimuts. Beaucoup de combattants iront là-bas. Beaucoup de Congolais iront là-bas pour pouvoir... je ne suis pas très sûr d'y être demain, mais je vais suivre le discours, ça c'est sûr. Je ne peux pas manquer un discours comme celui de demain, avec tous les dividendes qui ont été déjà glanés ça et là. Il faudra absolument suivre le discours magistral du président demain. Mais après le discours, nous allons nous retrouver sur un plateau spécial pour commenter et pouvoir éclairer la vue de Congolais, pouvoir éclairer la compréhension de beaucoup de Congolais, parce qu'il y a des gens qui passent, essaient de tromper, d'intoxiquer la population congolaise. Il est temps d'arrêter l'intoxication, il est temps d'arrêter la subversion, il est temps d'arrêter tous ceux qui sont en train de vouloir contourner la bonne voie. Demain, nous serons massivement postés devant nos radios, nos télévisions, pour écouter ce que le père de la nation a à communiquer à sa population. Et je crois que l'espoir est permis. Nous devons y croire et nous devons travailler à cela. Merci beaucoup Alain Mukuna pour cette belle prestation, pour cet entretien qui était à bâton rompu. On se retrouve dans un beau cadre. Je crois que le décor, ça montre. Moi, je sais que je salue un peu chez vous, c'est que vous êtes comme un visionnaire. Comprenant que les accords nous amènent dans une autre dimension, dans un autre décor, vous avez commencé déjà en changeant de décor. La nature est là, elle nous regarde et nous sommes un pays solution. Vous voyez déjà le décor qui montre que le Congo est un véritable pays solution. Merci beaucoup Alain Mukuna. Ça n'est fini complètement pour cet entretien. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions dans cet entretien Alain Mukuna, qui est cadre d'élite de presse. Avec lui, nous avons échangé sur l'accord qui a été signé à Washington, enjeux et perspectives de la RDC. On se retrouve demain avec... Mais peut-être qu'il faut toujours préciser que c'est un accord historique. Parce que quand vous dites simplement accord, il risque de ressembler à d'autres accords. Mais cet accord, c'est un accord historique. Merci beaucoup Alain Mukuna de cet ajout. Donc on se retrouve prochainement avec d'autres thématiques aussi alléchantes que celles d'aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup.